Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept où, comme je ne cesserai de le dire, nous analysons calmement, froidement l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cette actualité est loin d'être veilleuse entre l'attente qui devient de plus en plus interminable sur la composition ou le premier gouvernement Tshisekedi ou Ilunga Ilukamba, le conflit au sein du FCC entre Bahati et certains membres, sans oublier la problématique des contentieux électoraux qui ne cesse de s'amplifier. Nous abordons tout cela avec notre invité. Recevez avec moi Maître Moussa Kayembe Clément. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Cadre de l'Arc-en-Ciel à ACC. Hein. Oui, bien sûr, Arc-en-Ciel du Congo, de l'honorable Jean-Philbert Mabaya. Jean-Philbert Mabaya, élu député, il a été... oui, il était candidat président de la République, il a été élu sénateur. Sénateur, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, ils peuvent se rappeler de ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée nationale. Oui. L'homme à la veste quand même assez déchirée. Des images assez tristes quand même et révoltantes qui ne reflètent pas un pays qui se veut démocratique. Oui, vous le dites madame. Vous savez que c'était quand même un événement. Ce jour-là, j'étais en face des militants de l'UDPS qui, devant une institution qui était inviolable, le Parlement, m'ont déchiré la veste. Tout simplement parce que je venais à mon lieu de travail. Et sur base d'une certaine revendication, telle qu'ils l'ont dit, j'ai été attaqué de cette façon-là. Et je pense que ce jour-là, j'étais reçu par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Bon, nous avons considéré que c'était un incident, nous sommes combattants, nous savons comment nous revendiquons par moment. Donc pour moi, c'est un événement qui est déjà passé, bien que ça soit dans un lieu qui devait quand même être protégé. Mais ça marquera quand même l'histoire. Ça a été une première, un précédent assez fâcheux qu'on n'aimerait pas revivre quand même. Non seulement une histoire pour ma personne, mais pour aussi l'institution Parlement, où le territoire du Parlement, disons entre guillemets, a été violé. Mais aussi, c'est une histoire pour le monde entier. Donc je n'avais peut-être pas des millions pour qu'on parle de moi, mais là, je suis là comme un député à la veste déchirée. Voilà, mais vous avez tout à l'heure dit que vous veniez à votre lieu de travail qui ne l'est plus, parce que juste après, vous avez été invalidé. Après après l'histoire de la veste déchirée, quelque temps après, c'était votre invalidation, un coup dur comme un coup. Oui, comme individu. Ça m'a quand même choqué un peu, parce que vous savez, madame, personnellement, j'ai eu à me préparer pour ces élections. Je pense que je fais un travail de près de 6 ans. J'étais candidat député en 2011, ça n'avait pas marché. Et tout de suite, je me suis mis au travail. Je me suis dit non, je dois me préparer, cette fois, je dois gagner. Et je pense que pour ceux qui connaissent Tchangou, ils ont vu que j'ai déployé non seulement les moyens, mais la stratégie. C'est comme ça que, bien que l'Arc-en-Ciel du Congo n'avait pas les seuils au niveau provincial, mais j'étais le premier de la circonscription de Massine. Je n'étais pas élu parce que je n'avais pas, ou l'Arc-en-Ciel n'avait pas atteint le seuil provincial. Mais en ce qui concerne la députation nationale, je suis d'abord le meilleur élu de la circonscription électorale de Tchangou. Ça a passé quand même. Oui. Vous étiez, bon, ça a passé. Oui, je considère, parce que partout où je passe, pour ceux qui m'ont élu, ils savent que j'ai été élu. Alors, mais être invalidé injustement, bon, c'est pas la fin du monde. Mais ce qui nous interpelle, ce sont des méthodes utilisées. Parce que entre la loi électorale qui prévoyait, par exemple pour la circonscription électorale de Tchangou, on ne pouvait proclamer que 18 élus. Et mais lorsque vous êtes en pole position et que vous êtes à la 6e position, s'il vous plaît, j'étais devant le gouverneur de la ville, j'étais devant tous ces noms-là que vous connaissez. À la 6e position. De moi-même, j'ai obtenu plus de 6000 voix. C'était sans compter sur les erreurs matérielles hein, qui sont apparues juste après aussi. Oui, on peut bien parler de l'erreur matérielle, madame. Mais vous allez vous rappeler que même le chef de l'État, lorsqu'il a tenu sa conférence de presse, il a parlé et à vous journalistes du Congo et à l'international.
il a reconnu lui-même que ce qui s'était passé à la cour, c'était inacceptable. J'utilise ses propres termes. Inacceptable. Vous savez, pour la haute cour, c'est honteux. C'est de la trahison pour le peuple. Mais elle sera rattrapée juste après cette haute cour avec la mise sur pied de cette chambre spéciale où certains de vos collègues députés de l'opposition, la MOUCA, ont été réhabilités. Madame, heureusement pour moi, je l'arrêt de la honte. Je garderai ça jalousement. Ça, c'est l'arrêt de la honte. Et si vous lisez cet arrêt, vous verrez rien d'un arrêt. Je vous dis rien d'un arrêt. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais... C'est bien écrit, c'est bien documenté. Oui, madame, vous pouvez lire. C'est argumenté aussi. Oui, vous pouvez lire la motivation, parce que la motivation en droit, je suis moi-même un juriste de formation. La motivation en droit, c'est un élément essentiel. Et déjà, cet arrêt vient de la loi. Pour votre information, madame, j'étais l'émotionneur, comme on l'appelle, de la motion incidentielle contre l'interminable contentieux électoral, quand bien même que cette motion-là n'était pas passée. C'est pourquoi je vous dis que tout était boutiqué. Je vous dis, tout était boutiqué. Parce que quand vous lisez ces arrêts sur les invalidations, madame, la haute cour ne peut pas se comporter comme de cette façon-là. La justice s'élève. Mais lorsque il y a cette clameur-là publique contre la Cour constitutionnelle, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, vous avez vu comment les gens ont réagi. Et nous savons qu'une décision judiciaire était exécutée au nom du chef de l'État. Mais je ne sais pas, à partir du moment où le chef de l'État, magistrat suprême, lui-même dit qu'il y a eu des choses inacceptables. Mais après, on va le dire, hein, la Cour a essayé de rectifier le tir, sauf que vous n'étiez plus, vous ne faisiez plus partie quand même des bénéficiaires de ces différents arrêts. C'était de la mafia, de la corruption, et ils ont peut-être pensé que nous étions faibles, mais dans un état de droit, il n'y a pas de faibles, lorsqu'il faut appliquer la justice. Est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes, comment je peux dire, vous avez accepté cet état de fait? Ça y est, vous ne serez plus honorable, vous ne serez plus député, vous avez accepté finalement. Je suis obligé d'accepter une situation, parce que légalement, je ne vais pas siéger. Mais je serai toujours considéré comme un honorable parce que j'ai été élu massivement. Vous êtes cohérent, contrairement, et comment vous jugez la démarche de certains de vos amis qui ne s'avouent pas vaincus, qui se disent non, nous, on siégera parce qu'il y a, entre guillemets, ils brandissent cette situation d'antériorité des arrêts de la Cour, la superposition et tout ça là. Vous pensez que la démarche est légale? Non, je vous dis que madame, je suis un légaliste. Et lorsque la loi dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, mais ce sont des arrêts rendus dans des conditions normales, des arrêts qui respectent la loi. Mais dans l'état d'espèce, mais ce sont des arrêts hors délai qui violent et la Constitution et les lois de la République. C'était ça le contenu de ma motion. Et comment voulez-vous que j'arrive à perdurer dans une situation de corruption, de magouille, de fraude, des irrégularités? Je pense que c'était fait à dessein. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde réclame la démission de juge, quand bien même qu'en droit congolais, la démission c'est un acte volontaire. On va parler de ça. Moi je reviens sur cet article 168 que brandissent, de la Constitution, que brandissent certains députés invalidés, puis réinvalidés, puis bon, voilà. Et puis qui brandissent le principe d'antériorité d'un arrêt de la Cour. Vous trouvez que la démarche elle est logique et elle doit être suivie de près? C'est une démarche logique, mais en ce moment, il faudra une solution politique, madame. Ils doivent se rendre compte d'une évidence, quoi. Ils ne vont pas siéger en septembre. Je vous dis, madame, en ce moment, il faut une solution politique. Un autre dialogue. Mais aussi une solution des droits. Parce que nous avons un magistrat suprême. Normalement, avec ses irrégularités. Il ne doit pas interférer. Avec la correction. Il ne doit pas interférer. Avec la faute. Mais c'est un magistrat suprême. En droit, il y a ce que nous appelons la défense à exécuter. À partir du moment où ces arrêts ont violé et la loi et la Constitution, parce qu'il y a un garant de la Constitution, qu'est-ce qu'on fait, madame? Et que comment doit-il agir justement pour incarner être ce garant-là par rapport à cette situation? Que doit-il faire? Il a ses prérogatives de par la Constitution de la République, qui dit
que les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État. Mais à partir du moment où il y a ces irrégularités, que tout le monde sait que c'est de cette façon-là que les choses se sont passées. À partir du moment où il y a de la fraude, madame, la fraude corrompt tout. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une explication que ça. Est-ce que ce n'est pas créer un blocage inutile entre les trois institutions du pays, l'institution président, les cours et tribunaux, de trois pouvoirs plutôt, la présidence, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire? Mais nous sommes déjà dans ce blocage entre toutes ces institutions. Madame, ça fait combien de temps que nous n'avons pas un gouvernement? Nous sommes déjà dans ce blocage-là. La crise est déjà là. Peut-être que demain ou après-demain, nous allons encore s'enfoncer davantage. Mais la crise, elle est déjà là. Donc, si on ne trouve pas de solution, et je pense d'ailleurs, dernièrement, il y a une semaine, je pense, ou 6 jours, il y avait une conférence, une grande conférence qui a été organisée ici à Kinshasa sur la corruption. Et lorsque le président de la République dit qu'il va lutter contre la corruption, c'est pas demain, c'est maintenant. Et cette correction-là, nous l'avons vu au niveau de la mais pour des résultats qui prendront peut-être des temps, pour qu'on puisse voir de résultats, il faudrait quand même être patient. Il faudrait prendre certaines choses sur soi et essayer d'avancer. Madame, nous reculons. Si vous prenez des élections de 2006 à ces jours, nous avons fait peut-être 3 pas en arrière. Nous avons reculé parce qu'il fallait attendre. Moi, je dis, il faut agir maintenant. Nous sommes déjà dans la crise. Et cette crise-là a été amplifiée par les décisions des arrêts iniques de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, demain, ça va être encore le pire que nous allons connaître. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un dialogue? En politique, une table ronde, certains ne veulent plus le terme dialogue, oui. Peu importe. Est-ce qu'il faut qu'on puisse s'asseoir à toutes ces institutions et mettre en place d'autres mécanismes susceptibles de créer une confiance entre les uns et les autres et de recommencer encore à zéro? Madame, vous savez que dans ce pays, j'aime beaucoup votre émission, vous réfléchissez beaucoup, il y a très peu de gens qui réfléchissent pour le pays. Très peu. Je ne suis peut-être pas parmi ces gens-là, mais je réfléchis quand même. Très peu, ils sont très peu, ces gens qui réfléchissent pour le pays. Regardez, madame, nous avons les parlements congolais. Nous avons toutes les assemblées provinciales que vous connaissez. Vous avez un camp qui a gagné les élections. C'est le FCC, il ne faut pas les nier. Ils ont la majorité. Et dans toutes les assemblées provinciales, et au Parlement, et au Sénat. C'est-à-dire que nous, de l'opposition, nous avons tout perdu. Mais bien sûr, on doit se rappeler comment ils ont eu cette majorité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Qu'on l'éveille ou pas. On reparle encore de ça. Oui, madame. Il y a une crise de légitimité, madame. Parce que ceux qui ont été élus, beaucoup ne se retrouvent pas là-bas. Et la Cour qui est venue encore s'ajouter dans la crise. Aujourd'hui, si vous dites que conférence nationale, table ronde, en politique, les dialogues doivent être permanents. Et c'est les dialogues qui sont. Rappelez-vous, madame. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas le cadre propice pour ce dialogue-là et pour amorcer la réforme? C'est ça. Je vais revenir, madame. Rappelez-vous, nous avons une constitution. Mais si nous sommes allés aux élections en 2018, c'est parce qu'il y avait des dialogues. C'est parce qu'il y a eu cet accord de la Saint-Sylvestre. Il y avait une constitution qui réglementait les choses. Mais les politiciens, ce sont des gens qui doivent voir très loin pour la bonne marche du pays. Et heureusement que les évêques étaient là, ils nous ont aidés. Il y avait une constitution qui disait les mandats étaient de 5 ans renouvelables une fois. Mais on est arrivé en 2016 et il n'y avait rien. Et heureusement qu'il y a eu ce dialogue, c'est comme ça que nous sommes allés aux élections. Donc nous avons notre constitution qui est là. Mais parce qu'il faut sauver la situation du pays. On ne veut peut-être pas le dire. Mais nous avons réfléchi un peu. Peut-être qu'on n'est pas arrivé. Peut-être que notre proposition peut être acceptée à 2%, 3%. Il y aura des gens qui vont ajouter les restes. Mais au moins, nous avons réfléchi un peu. Si nous continuons par rapport à la situation actuelle, par rapport à toutes ces assemblées que nous avons, par rapport au Sénat que nous avons, par rapport à l'Assemblée nationale que nous avons, madame, ça va être une catastrophe. Je repose ma question. Est-ce que la RDC ne peut pas redevenir ou devenir un pays normal? Dans des pays normaux, c'est-à-dire il y a une assemblée nationale où il y a une majorité, une minorité, il y a des dialogues, il y a des cadres permanents, il
Pourquoi ne pas utiliser ces cadres formels pour parler de tout ce qui ne va pas au pays et faire avancer au lieu de continuer dans des dialogues, dans de cadres extra-institutionnels? Une très bonne question, madame, mais je reviens par rapport à la situation de quelques mois. Nous avons un Sénat. Vous savez qu'il y a des sénateurs qui ont honte d'être appelés sénateurs. Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu ce qui s'est passé au niveau des assemblées provinciales? Même au sommet de la... Il y a même eu une réunion institutionnelle par rapport à ça. La corruption à ciel ouvert pour être un sénateur. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui était dans... Mais de façon générale, il a fait la clameur publique, madame. Aujourd'hui, vous, comme journaliste, vous pouvez encore considérer ces Sénats-là comme étant la sommité de l'intelligence en politique au Congo. Je me réserve d'écouter votre réponse, mais j'ai dit, madame, tous ces cadres-là, aujourd'hui, ne porteront pas de solutions durables pour la République. Donc, il faut créer un autre cadre, trouver d'autres mécanismes, créer d'autres structures. Oui, oui, madame. Je suis d'avis. Je suis d'avis. Vous savez, maintenant là, par rapport à notre constitution, parce que moi, je suis toujours un légaliste. Je sais que le président de la République, maintenant là, il ne sait pas dissoudre. Il ne sait pas le faire sur le plan de la Constitution. Vous le suggérez de le faire. Hein? J'ai là sur la table votre déclaration. Vous demandez la dissolution dès le 25 janvier 2020 de toutes les assemblées nationales, provinciales ainsi que du Sénat. Voilà, ma réflexion est simple. C'est un peu paradoxal. À un moment, vous savez, vous êtes conscient qu'il ne va pas ou ne peut pas le faire. Non, maintenant, il ne sait pas le faire maintenant. La Constitution ne lui permet pas. Maintenant, là, il ne sait pas le faire. C'est après une année qu'il sait le faire. Voilà pourquoi nous avons avancé une date. Nous sommes dans une situation où il faut sauver le pays. Il faut absolument sauver le pays. Je pars d'une réflexion. On parle bien de la cohabitation aujourd'hui entre les FCC. Coalition, ils sont en coalition. Oui, on parle bien de la coalition entre les FCC et Cash. La coalition, c'est peut-être dans la tête de nos amis de Cash, parce qu'ils sont de bonne foi. Ils veulent à ce que nous puissions évoluer. Mais au niveau du FCC, ce n'est pas une coalition. Ils sont peut-être dans la cohabitation. Pourquoi je dis ça, madame? Je ne vois pas, partant des exemples que nous avons connus, peut-être nous n'étions pas encore nés, mais parce que nous lisons un peu l'histoire. Vous savez, en 1960, il y avait une cohabitation avec le président Kassafou. Vous savez ce qui est arrivé? L'assassinat de Vous le connaissez. Lumumba. Vous connaissez la situation de Lumumba déjà au Parlement. Vous connaissez la situation. Nous avons connu ce cas-là avec Tchombe et Kassafou également. Vous connaissez la situation? Et la troisième fois que nous avons connu, c'était entre Mobutu et le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Vous connaissez les conséquences? Aujourd'hui, cette coalition, madame, ça va amener encore le pays dans un niveau très, et on va reculer peut-être de 15 ans. Vous êtes de la Mouka, vous êtes pessimiste, vous ne croyez pas au leadership peut-être de l'actuel président. C'est normal que vous puissiez dire ça. Nous avons combattu avec lui. Nous avons combattu avec lui, c'est-à-dire que nous sortons d'une même maison, disons ça. Donc, il est le président de la République. C'est lui le magistrat suprême. Donc, il a un leadership quand même assez imposant pour arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas la répétition de l'histoire quand même. La coalition, c'est pas forcément... Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Oui, ça peut, mais madame, nous sommes dans un syllogisme. Il faut bien poser les prémices. Ça dit que lorsque les prémices sont déjà fausses, vous n'aurez pas une conclusion. Vous n'aurez pas la bonne conclusion. Et les prémices, c'est quoi? Nous sommes au début de la législature. Madame, vous êtes en face des gens qui étaient au pouvoir. Vous connaissez les résultats 18 ans après. Qu'est-ce qu'ils vont faire, madame? Ils vont chercher à se protéger. Ils ont une mission, ils ont un objectif. Et en face, vous avez Cash qui cherche à faire avancer les pays. Parce qu'ils sont quand même de cette force-là, de l'alternance. Il y aura toujours blocage. Regardez, madame, pour qu'il y ait une petite réunion de présidents des assemblées provinciales, on doit d'abord se référer à l'autorité morale du FCC. Nous avons 26 provinces, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a seulement une province où Cash dirige. Hein? S'il faut ajouter toutes ces assemblées, vous imaginez vraiment que cette cohabitation-là, avec ces climats politiques, d'avant les élections et après les élections, que les choses vont marcher. Je dis non.
Mais Moi, vous pensez non. que le président Oukache est ignorant de toute cette situation? Bon, il ne va pas être ignorant, parce que la cohabitation a toujours été difficile, mais il faut être de bonne foi. Et ça réussit par moments dans des pays de haute démocratie comme la France, en Afrique, au Congo. Pour ne prendre que l'exemple de notre pays, ça n'a jamais marché. Et dans le contexte actuel, ça ne marchera jamais. On reparlait quand même des mécanismes ou des cadres, des structures à mettre en place pour essayer justement de faire en sorte de restructurer ou de reformer les institutions de la République au regard de ce qui s'est passé. Vous partagez l'avis de Martin Fayulu, révélé récemment à la presse par rapport à la mise en place du Haut Conseil national pour la réforme institutionnelle, quelque chose comme ça? Martin Fayulu, comme un leader politique, il a eu à réfléchir personnellement. Il s'est rendu compte qu'il y a une crise politique et que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous enfoncer davantage. Peut-être cherchait-il aussi une sortie honorable là, au regard Je dis sa réflexion, défaite. je n'interprète pas sa réflexion, mais il a réfléchi pour le pays. Clément Moussa a également réfléchi à sa façon par rapport à sa compréhension des choses. Et je me suis dit, je ne cite pas directement un dialogue, mais parce que le dialogue est permanent en politique. Je donne un exemple banal là, ou une proposition banale. En ces stades, le président doit consulter. C'est une proposition qui vient ici, à table. Il a eu à tendre la main, hein. Vous l'avez dit à un moment, c'était ça là. Non, vous savez... Dès le début, il a eu à tendre la main et a dit, j'ai ma main tendue, vous avez répondu qu'on ne peut pas prendre la main qui est sale. Vous savez, madame, lorsqu'on est chef dans un village, vous devez avoir... il faut toujours chercher à fédérer. Vous pouvez donner des instructions de ne pas aller à la chasse un vendredi, mais vous avez peut-être 2 ou 3 personnes qui vont, demain vous insistez, et finalement ça devient une habitude. Ce que nous voulons pour le pays, c'est que nous puissions avancer. Donc pour revenir à votre question, madame, Martin Fayulu a fait sa proposition. Moi je réfléchis. Je me suis dit, avec la coalition actuelle, ça ne marchera pas. Et j'ai fait une proposition. Je sais qu'il y aura des gens qui feront mieux que moi, parce que la politique, c'est aussi une compétition des idées et des intelligences. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir des idées, on doit toujours avoir l'intelligence pour avancer, madame. C'est comme ça que je fais cette proposition. J'ai dit, il faut que de 2020, et je parlais de janvier 2020, j'ai commencé, j'ai même précisé une date, ou si vous voulez, je proposais une date à partir du 25. Que ces assemblées soient dissoutes. Nous suivons des élections dans les pays comme l'Israël, par exemple. Lorsque le président veut faire avancer les pays et qu'il n'a pas une majorité, il se retrouve en coalition avec une majorité mécanique, comme maintenant là. Je vous dis, madame, nous allons être surpris et c'est le peuple qui va payer. Si vous interrogez notre opinion, madame, tout le monde veut le changement. Et tout le monde voit qu'il y a un blocage. Ne faudra-t-il pas agir à temps? C'est pourquoi nous disons qu'il faut agir maintenant. Par rapport à ce changement, par rapport à ce blocage, est-ce que la donne AFDC aujourd'hui peut faire bouger les choses? Parce que le FCC, en perdant, entre guillemets, une bonne partie, selon certains, des députés, une bonne partie des élus de la FDC, peut faire en sorte qu'ils soient un peu en déséquilibre et peut renforcer Cash et coaliser avec la banque. Est-ce que des tels scénarios ne sont pas envisageables d'après vous? Bon, tous les scénarios sont possibles, mais je vais d'abord saluer le courage de Bati. Parce que, vous savez, quand nous on criait, on était dans la rue pour le marche, on recevait des gaz lacrymogènes, Bati était de l'autre côté avec Kabila. Ce sont eux qui défendaient Kabila. Vaut mieux tard que jamais. Il oui, vous a rejoint. d'accord. C'est pourquoi je dis, madame, je salue le courage de M. Baz. Il a eu le courage. Vous savez, même s'il en a mis du temps. Vous savez, oui, c'est pas un problème. Etienne Tshisekedi, notre héros, nous disait toujours, il faut braver la peur, il faut avoir le courage. Il a eu ce courage-là. Félicitations au professeur Bati. Mais, madame, moi je ne suis pas de Cash. Si Cash estime que ils peuvent avoir le soutien de Bati, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais regardez un peu cette psychologie, cette gymnastique
politique de Bahati. Il dit, non, non, je prends juste mon autonomie. Et après, c'est le dédoublement des regroupements politiques. Mais tout le monde connaît la loi. Nous sommes allés aux élections parce que nous avions nos regroupements politiques, madame. Donc, les mêmes méthodes d'avant le 30 décembre 2018 continuent. Mais ça ne peut plus continuer. Nous devons avancer. Un regroupement qui accepte, qui décide de prendre son autonomie, mais à quoi ça va déranger pour que vous puissiez dédoubler, tel que nous sommes en train de suivre par voie des médias? Non, je pense que nous devons tout faire pour consolider notre jeune démocratie. Notre démocratie est en péril parce qu'il y a la force, disons, l'égoïsme politique, disons ça. Au regard de ce blocage dont vous décrivez ici, est-ce qu'il est peut-être serait temps qu'aujourd'hui qu'il y ait un rapprochement formel entre Cash et Lamouka? Je disais tantôt qu'en politique, le dialogue doit être permanent. Moi, j'estime que la crise politique est déjà là. Je pense également que d'ici 2 à 3 mois, cette crise-là va s'accentuer. Et si vraiment nous aimons notre pays, nous sommes Congolais, nous n'avons pas une autre patrie que le Congo. Si vraiment nous aimons notre peuple, madame, il faut que nous arrivions à nous parler. Ce n'est pas refusé. Et selon quelles sont les conditions, les préalables? Il y a des gens qui sont plus intelligents. Genève, il y a des gens, nous lançons juste le concept. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus expérimentés que nous, pourront peut-être compléter, mais faute du temps, je pense que nous aurons peut-être une autre émission où nous allons aussi développer notre pensée, mais nous pensons qu'il est temps. Il est temps. Regardez comment nous avons sauvé les pays en 2006. Il y a eu de belligérants. Il y a eu de belligérants. Mais vous savez, après, comment les pays avaient évolué? À un moment donné, il faut accepter pour l'intérêt général de prendre le courage. Moi, je prie mon courage de réfléchir. De faire un retour en arrière, retour à la case de départ. C'est aussi mais les élections ne nous ont rien apporté. Donc le dialogue nous apportera quelque chose, vous pensez? Les différents dialogues nous apportent quoi? C'est grâce au dialogue que nous avons eu la Constitution de 2006. Pour qu'ensuite nous... C'est grâce au dialogue que nous avons eu les élections de 2018. Parce que nous étions en face d'un pouvoir qui ne voulait pas l'alternance. À quoi ça sert d'avoir des élections pour ensuite parler du dialogue? Ou avoir du dialogue pour ensuite parler des élections? C'est un cercle vicieux. Oui, le cercle... On doit choisir entre dialogue ou élection et respecter certains... C'est comme on doit choisir entre les pires et les mauvais. Nous sommes déjà dans les mauvais, mais il faut éviter les pires. Je fais des propositions. Pour qu'il y ait de bonnes élections, il faut avoir la bonne CENI. Or, nous n'avons pas eu la bonne CENI. Je me dis dans ma proposition, il faut réformer la CENI. Si les gens sont d'accord avec moi, je pense qu'on pourra évoluer, ils vont amender, ils verront ce qu'ils pourront faire. Votre CENI, là, vous la voyez comment? Sans société civile, dépourvue des politiques? Dépourvue des politiques. Dépourvue des politiques. Parce que tout ce qui a été fait, c'est comme dans un pays où il n'y a pas une administration. Regardez le niveau de notre administration et regardez le niveau de notre développement. Faites la comparaison avec les autres où l'administration fonctionne. On peut redonner la gestion la gestion électorale au ministère de l'Intérieur, comme ça se passe ailleurs. Mais dans tous les pays, ça se passe comme ça. Mais chez nous ici, si les politiques considéraient et se mettraient d'accord que non, écoutez, dorénavant, c'est notre ministère de l'Intérieur qui va organiser les élections. Où est le problème? C'est question seulement de se mettre d'accord. Même si ce ministre-là est du FCC ou de Cash. Ça fait partie de la réforme, madame. Ce qui importe, c'est de réformer cette CENI-là. Lorsqu'on obtient la réforme de la CENI, madame, tous ces juges de la Cour constitutionnelle qui ont fait la honte de la République, franchement, je ne suis pas les premiers à le dire, nos amis du Cash le disent, nos amis du FCC le disent, moi je le dis, le président de la République l'a soutenu, qu'il y avait des choses inacceptables. Non. En droit congolais, la démission c'est un acte volontaire. Mais ils n'acceptent pas de démissionner volontairement. Il faut les contraindre. Il faut les contraindre, naturellement. Et ça c'est là où le chef de l'État intervient. Vous dites, madame? Le chef de l'État intervient là. Non, le chef de l'État c'est un garant de la nation, il n'a pas à s'ingérer
dans les fonctionnements normaux de la justice, mais comme garant. Mais il prend comme des mesures... magistrat suprême, vous voulez dire, comme magistrat suprême, il ne peut rien faire? Vous dites? Comme magistrat suprême. Comment il ne peut rien faire parce que j'ai déjà proposé que ces arrêts ne soient même pas appliqués? Je l'ai déjà proposé. Il est magistrat suprême. Il a constaté. Et aujourd'hui, si jamais, ça c'est ma réflexion moi, si jamais ces arrêts uniques sont appliqués, c'est-à-dire que la plus haute instance du pays, la présidente de la République, a accepté, oui, il y a eu corruption, oui, il y a eu ceci. Or, ces arrêts-là sont exécutés en son nom. Vous voyez un peu dans quelle situation nous nous trouvons et comment nous pouvons nous ressaisir? Non, à un moment donné, nous devons être courageux. Vous savez, Mandela avait une force incroyable. Il est sorti de la prison, il avait une force incroyable. Mais il dit, il faut une nation arc-en-ciel. Nous devons parler avec les autres. Et vous avez vu comment les choses ont évolué en Afrique du Sud. Nous avons voulu l'alternance. Nous l'avons obtenue. Maintenant, là, il faut voir les modalités, comment faire avancer la République. Si nous allons dans la confédération actuelle, nous allons peut-être nous rencontrer ici après 6 mois, où on va se donner rendez-vous au mois de mars 2020. Nous aborderons ce sujet-là et nous allons tirer les conséquences pour voir un peu les niveaux aussi de notre réflexion. Merci. Ce sera peut-être ma dernière question pour terminer cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ancienne opposition a raté son rendez-vous avec l'histoire par rapport à ce changement tant attendu? Qu'est-ce que vous parlez quand vous parlez de la... Excusez-moi, c'est pas moi qui posais des questions. L'ancienne opposition, aujourd'hui au pouvoir, a-t-elle raté? Je dirais non. Je dirais non, parce que nous sommes encore dans des considérations et nous sommes encore au début. Pourquoi je dis ça? L'ancienne opposition, c'est-à-dire que nous avons eu à combattre ensemble avec, à l'époque, la fille aînée de l'opposition, qui est l'UDPS, parce qu'aujourd'hui au pouvoir, hein, mais c'est grâce à l'UDPS que nous avons combattu la dictature. C'est grâce à l'UDPS que nous avons combattu pour l'alternance. C'est grâce à l'UDPS aussi que nous avons combattu pour la consolidation de la démocratie. Ce n'est pas raté, il faut seulement se ressaisir. Parce que nous sommes en face des gens qui font la politique pour conserver les acquis de 18 ans de pouvoir. Et ça ne sera pas facile. On exerce la politique, on exerce le pouvoir pour le conserver, pas pour le lâcher. Ils sont dans leur droit. De bonne manière, madame. C'est de leur droit. De bonne manière. On ne peut pas leur reprocher de vouloir conserver le pouvoir aussi. Non, les pouvoirs, ils l'ont peut-être perdu. Les pouvoirs, les peuples voient que ce n'est pas un pouvoir qui a été récupéré normalement en termes des élections telles qu'organisées. Et tout ça, ça pose justement ces problèmes de légitimité. Mais parce qu'à un moment donné, il faut qu'on mette en ordre ou à moraliser la vie politique et parler du développement. Nous sommes plus dans des questions politiques. Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, il a marché. Voilà. Et on ne sait pas parler du développement 2 jours durant. Chaque fois que vous recevez ici, vous parlez rien que de la politique. Mais est-ce que nous pensons à l'avenir de nos enfants? Nous voulons rouler carrosse, nous voulons avoir des immeubles, mais vous connaissez des ministres qui étaient avec le fait président Mobutu. Vous savez dans quelle situation leurs enfants se retrouvent maintenant. Donc je pense que nous devons nous préparer pour l'avenir. C'est pourquoi je dis, demain se prépare aujourd'hui. Voilà pourquoi je mets ma réflexion sur la table. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Je vais vous remercier infiniment, madame, parce que vous m'avez donné l'occasion de parler à la population, de parler à ces peuples qui veulent le changement et qui veulent le vrai changement. Rendez-vous dans 3, 4, voire 6 mois pour voir si dans notre temps, vous allez être écoutés et on aura cette table ronde, ce dialogue pour essayer de débattre de cette crise toujours de légitimité qui ne cesse de perdurer dans le pays. Je veux que je sois juste compris et que j'aie aussi des critiques pour que j'aie une réflexion beaucoup plus large pour la République. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je remercie les téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. Vous suivrez cette émission en rediffusion déjà ce lundi à 11 h sur Congo Web
et abonnez-vous. L'émission est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube, magazine UHC. Madame, messieurs, passez une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt.